Katie Malmood. L'histoire de Katie est une histoire typique, aussi bien par la personnalité du sujet que par suite des circonstances. Cela n'enlève rien à sa signification, bien au contraire. Katie arriva à Drancy le 18 août 1942 avec un groupe de 400 femmes et de 300 hommes venant de la caserne des Tourelles, transformée en prison, où tous avaient été enfermés. Le groupe était composé de délinquants. Quelques prostituées et quelques voleurs étaient disséminés dans une masse de contrevenants aux ordonnances allemandes. Étoiles jaunes mal cousues, fraudeurs surpris dans l'épicerie du coin à l'heure interdite aux Juifs, ou trouvés en train d'utiliser le téléphone public, ou encore pincés à écouter Radio Paris. Dans ce même groupe étaient arrivées quelques femmes aryennes, amies des Juifs. Ces femmes, le 1er juin 1942, avaient eu le courage de protester publiquement contre l'obligation imposée aux Juifs de porter l'étoile jaune bien cousue. Je ne me rappelle plus le délit de Katie. Sans doute ce délit était-il d'une telle banalité que ma mémoire n'en a pu garder le souvenir. Peu de jours après, arrivaient à Drancy, par 4 convois de 1000, les enfants rendus orphelins. Le 16 juillet 1942, ces enfants, âgés de 2 à 12 ans, avaient été arrêtés avec leurs parents. Ordre avait été donné de mettre hors d'état de nuire ces enfants sanguinaires et dissolvants. Ils furent, au camp de Beaune-la-Rolande, arrachés à leurs mères sanguinaires et dissolvantes, elles aussi. Ces dernières avaient été déportées. Ne faisait-elle pas partie de la juiverie internationale qui, depuis les temps immémoriaux, persécuta et martyrisa le monde arien? 2 ou 3 semaines après leur arrestation, les enfants furent envoyés de Beaune-la-Rolande à Drancy et très rapidement de Drancy à Pichipoy. De sorte que la noble et puissante Allemagne, secondée par le courage méritoire des collaborationnistes français, eut finalement raison de ces femmes et de ces enfants. À Drancy, le malheur sans issue et la misère effroyable des enfants provoquèrent un courant de poignante pitié, surtout parmi les femmes internées. Très rapidement se constituèrent au camp 4 équipes de femmes volontaires qui, pendant le court séjour des enfants, faisaient leur toilette, leur donnaient à manger et essuyaient leurs larmes. Car les enfants, même juifs, pleurent quand ils sont tout petits et qu'on les arrache à leur mère. Que les incrédules veuillent bien me croire sur parole, je l'ai vu de mes propres yeux. La tâche de ces femmes était gigantesque. Les moyens dont elles disposaient étaient réduits à peu près à leurs bras et à leur cœur. Que le lecteur se représente une chambre, sale, puante, à peine éclairée la nuit par une veilleuse bleue. Couchés par terre sur des matelas à moitié déchirés et qui perdent leurs plumes, souillés par les excréments et puant l'urine, 100 ou 120 enfants vivent là, jour et nuit, abandonnés à eux-mêmes. Qu'il essaie de se représenter les silhouettes des fillettes et des garçons de 2, 3 et 4 ans, harassés de fatigue, dormant les uns sur les autres, leurs joues douces et délicates posées directement sur l'ordure des matelas. Ils se réveillent parfois brusquement avec des cris d'affolement. Ils appellent vainement leur mère, réveillant les autres enfants alentour. Qu'il imagine les petites figures tristes aux yeux brillants et les fines boucles blondes ou noires collées au front fiévreux de ceux qui ne savent pas dire qu'ils sont malades, les regards apeurés et désespérés des tout-petits qui ont à satisfaire leurs besoins et qui ne savent pas le faire tout seuls. Ils savent bien qu'il ne faut pas faire dans leurs culottes, mais comment faire autrement? Ces petits affamés reçoivent une soupe aux choux brûlantes qu'ils mangent dans de vieilles boîtes de conserve sans cuillère et dans le tumulte.
Les sanglots des tout-petits ne suffisaient pas toujours à faire comprendre qu'ils n'ont pas encore eu leur part. Si le lecteur fait cet effort d'imagination, il comprendra aisément pourquoi la tâche des femmes volontaires était gigantesque et ingrate, et pourquoi il leur fallait beaucoup de courage et beaucoup de pitié pour aller dans ces chambres. Surtout si vous êtes mère vous-même et vous imaginez une seconde votre propre enfant dans cette ambiance désastreuse. J'ai conservé dans mes notes la liste des noms des 4 équipes, et j'ai le grand plaisir de dire qu'une des cheftaines de ces équipes, et je n'hésite pas à ajouter de loin la meilleure, la plus intelligente, la plus dévouée, la plus infatigable, était une jeune fille de 18 ans, arienne, arrêtée comme amie des Juifs. Elle s'appelait Josette Cardin. Parmi ces 75 femmes, je trouve Ketty. J'ai dû sans doute faire sa connaissance à cette époque. Pourtant, je ne garde aucun souvenir d'elle, et cela ne m'étonne pas tellement. Cette jeune femme n'avait rien qui pût du premier coup la distinguer parmi tant d'autres. Mais plus tard, je l'ai connue par la force des choses. Elle était femme d'Arien, et comme telle est restée de longs mois dans le camp. Elle habitait l'aile ouest, réservée aux non-déportables, où elle devint une ancienne, et parmi les anciens il était impossible de ne pas se reconnaître. Elle était âgée d'une 30aine d'années, était de grande taille, et avait des traits fort réguliers. Sa silhouette était d'une maigreur excessive, et sa physionomie se transformait souvent par une expression d'entêtement et de bouderie. L'impression la plus frappante qu'elle laissait était de rêverie, d'étourderie, d'un certain détachement qui la gagnait soudainement de façon inattendue. Elle était très bonne camarade, toujours prête à rendre service, très indulgente, très crédule, parfois naïve. Elle se mettait soigneusement du rouge aux lèvres, avait les ongles vernis, mais par contre, elle se promenait souvent en gros sabots, avec des bas dont les trous la laissaient indifférente. Et les boutons de ses robes n'étaient pas toujours au complet. Elle était très bohème. Il y avait en elle beaucoup de fantaisie et d'instabilité d'humeur. Mais l'ensemble dégageait beaucoup de charme et forçait facilement la sympathie. Elle avait une fillette qui se trouvait avec son père en zone libre et une vieille mère qui vivait à Paris et envoyait régulièrement à Ketty des modestes colis de vivres. Ketty parlait souvent de sa fille et de sa mère, et je crois que cette dernière était restée à Paris précisément pour s'occuper des colis et des démarches à faire au commissariat aux questions juives, en vue d'obtenir le certificat de non-appartenance à la race juive du mari de Ketty. Un jour du mois d'avril, il me semble, la mère de Ketty arriva à Drancy. Sa situation était désespérée, car elle n'était ni femme d'Arien, ni demi-juive, ni femme de prisonnier, mais une simple veuve juive destinée à la déportation. La situation de la mère était tellement claire et banale qu'à Drancy, elle n'avait presque rien de dramatique. Mais la situation de Ketty devenait tragique. Elle était placée devant ce dilemme, ou assister à la déportation de sa mère, ou la suivre de son propre gré. De semblables cas étaient fréquents à Drancy, et la règle était presque toujours la même. Le parent non déportable suivait le parent déporté. Il y eut cependant des exceptions. Cela arrivait surtout quand le non déportable, arrêté le premier, était depuis un certain temps dans le camp. Il était habitué à la vie de Drancy. Il avait assisté aux innombrables drames quotidiens de la déportation du père ou de la mère. Sa pensée allait alors davantage aux conjoints ariens, aux maris prisonniers ou aux enfants en sécurité. Le nœud du drame était déplacé, mais le drame restait toujours aussi poignant. Ketty était au camp depuis longtemps. Sachant son mari et sa fillette en sûreté, elle ne semblait pas éprouver de tourments pour leur avenir. Par contre, il était visible qu'elle aimait tendrement sa mère, et cette dernière adorait Ketty.
Le drame était inévitable. Il se joua le 23 juin 1943. C'était la première déportation faite sur la désignation de Brunner. Il était arrivé au camp 5 jours avant. Installé derrière une petite table au milieu de la cour, il faisait défiler devant lui tous les détenus du camp. Puis il ordonna une déportation pour le 23. Il établit lui-même la liste des 1000 victimes. La mère de Katie était du nombre. Le 21, des amis communs me rapportèrent comment Katie s'apprêtait à aller au bureau des effectifs pour demander à partir comme volontaire avec sa mère. Une pareille détermination devait être sûrement réfléchie. Katie avait-elle eu pleine conscience de ce qui l'attendait? Pouvait-on en être sûr avec la fantasque Katie? J'allais la voir. Elle me confirma tranquillement sa résolution. « Mais voyons, Katie, avez-vous bien pensé que vous avez une fille et un mari? Avez-vous réfléchi que vous avez bien peu de chances de rester ensemble à Pichipoy, vous et votre mère? Votre différence d'âge vous fera désigner pour des travaux très différents et vous serez séparés là-bas. » Nous étions tous persuadés à Drancy que Pichipoy était un lieu où on était astreint aux travaux forcés, mais que les tâches étaient graduées suivant l'aptitude physique des individus. Vous allez faire une chose dont les conséquences ne doivent pas vous échapper. Vous risquez de partir sans espoir de retour. Réfléchissez bien. C'est tout réfléchi. Depuis que ma mère est ici, je sais qu'il n'y a rien d'autre à faire pour moi, me répondit-elle avec son regard absent et ce hochement de tête déterminé que je connaissais bien. Et votre fille? Il n'y a pas de comparaison. Ma fille est en sécurité et ma mère en danger. Mais votre fille aura plus besoin de vous dans l'avenir que votre mère dans le présent. Katie resta silencieuse une minute et ajouta: « Non, tant que je suis dans les camps, je ne peux m'occuper de ma fille. Et plus tard, comment pourrais-je vivre sachant que j'ai abandonné ma mère en péril? On ne vit qu'une fois. Mais il y a de grandes chances que votre présence ne serve aucunement votre mère là-bas. Votre sacrifice sera probablement inutile, et vous l'aurez consenti pour les quelques jours seulement que durera le voyage. Je sais cela, mais je ne peux pas faire autrement. » Elle réfléchit encore une minute, et avec un regard où je n'ai pu lire aucun trouble, elle me tendit la main. « Merci. Vous êtes un bon ami, mais vous ne pouvez comprendre tout cela. » Je la quittai profondément bouleversé, mais j'ai conscience de l'avoir comprise. Décidément, nous nous connaissons mal et nous savons mal extérioriser le peu que nous connaissons de nous-mêmes, et ce peu passe inaperçu ou reste mal compris de notre prochain. Ainsi, cette Katie, avec son air absent, sa conversation futile, son humeur changeante, s'était montrée pleine de résolution, de clarté d'esprit, d'une fidélité de cœur suprêmement émouvante au moment du péril que courait sa vieille mère. Elle n'était pas tellement banale, tellement simple ni étourdie. Son sacrifice fut certainement inutile, mais il auréola superbement le caractère et la mémoire de la pauvre Katie. Elles étaient nombreuses, très nombreuses, les Katie de Drancy.